Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors hier, on a eu le droit à l'investisseur call de la part d'AMD. Il y a eu quelques infos intéressantes dans l'eau, donc on va en parler. Allons-y, c'est parti. Alors ce call investisseur, il y a eu quelques infos en plus sur le futur, sur les futurs roadmaps de la part d'AMD, que ce soit au niveau des processeurs et des GPU, les GPU on va en parler après. Au niveau des processeurs, c'était aussi l'occasion pour AMD d'éclaircir quelques points sur la présentation qui avait eu lieu au Computex, où ça avait été plutôt mal reçu je trouve dans l'ensemble, la présentation des Ryzen 7000, c'était pas franchement réussi, on va dire ça comme ça. Bon, AMD sont revenus sur certains points, et ça a permis à AMD de faire un petit peu le point sur les améliorations de Zen 4 par rapport à Zen 3. Et ce qui a été noté ici, bon alors c'est une amélioration du perf par watt, on en reparle après, une augmentation de l'IPC de 8 à 10%, ce qui est un petit peu plus clair que ce qu'on avait eu la dernière fois, et une augmentation des performances supérieure à 15% en single thread. Bon alors ils ont gardé cette façon d'expliquer la chose, même si je trouve que c'est pas forcément très clair, mais il faut aussi prendre en compte l'augmentation de la fréquence du processeur. On sait qu'entre Zen 3 et Zen 4, il y a vraiment un focus qui a été fait au niveau de l'augmentation de la fréquence. Sur les architectures Ryzen par le passé, l'augmentation de la fréquence c'était pas toujours très facile. Et en plus de ça, même quand on faisait des gros overclocking et tout ça, l'augmentation des performances n'était pas forcément au rendez-vous, même si les fréquences étaient beaucoup plus élevées qu'avant. Et bien sur Zen 4, apparemment le travail qui a été fait c'était de permettre l'augmentation de la fréquence, mais qu'en plus de ça, les performances soient meilleures aussi quand on augmente les fréquences. Donc bien évidemment, si on regarde juste l'IPC, ça peut paraître légèrement décevant par rapport à ce qui se faisait par le passé, comme entre Zen 2 et Zen 3 on avait eu énormément d'augmentation d'IPC. Ici 8-10% c'est plus classique, même si c'est plutôt pas mal. Contre, il ne faut pas oublier de prendre en compte l'augmentation de la fréquence bien évidemment, qui est quand même bien plus élevée qu'auparavant. Donc si on met tout bout à bout en single thread, si on prend les 8 à 10% d'IPC plus l'augmentation des fréquences entre Zen 3 et Zen 4 ici, on approcherait plus des 20-25% de performance en plus au niveau du single thread, ce qui est pas si mal que ça. Et je rajoute aussi, que ce soit Intel ou AMD, le focus au niveau des performances, ça se situe plus au niveau des performances pour les serveurs. Les processeurs pour PC de bureau, c'est très secondaire pour les deux marques. Et effectivement, la plupart du temps, on se retrouve avec un dérivé des processeurs pour serveurs dans nos PC de bureau. Et bien évidemment, du côté des serveurs, le plus important, c'est pas forcément le single thread, même si ça a son importance, mais plutôt le multithreading. Et de ce côté-là, comme on le voit ici, entre Zen 3 et Zen 4, AMD nous montre ici, à minima, 35% de performance en plus par rapport à Zen 3, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et encore une fois, ce gain en multithreading, il est atteint ici avec les 8 à 10% d'IPC en plus, mais surtout avec la fréquence, puisqu'entre Zen 3 et Zen 4, ce qui a été fortement amélioré, c'est les fréquences en all-core, puisque autant en single thread, on peut arriver jusqu'à 5.5 GHz, là où avant on tournait aux alentours des 4.9, donc c'est déjà une augmentation quand même assez conséquente. Par contre, en multithreading, en all-core, ici on attend minimum du 5 GHz minimum en all-core pour tous les corps à fond de balle, ce qui est quand même une augmentation quand même assez conséquente par rapport à Zen 3, ce qui permet, même avec seulement 16 corps, d'atteindre 35% de perf en plus d'une génération à une autre, ce qui est quand même plutôt pas mal. On nous parle aussi d'une amélioration du perf par watt d'environ 25% entre Zen 3 et Zen 4. Là aussi, encore une fois, c'est plutôt pas mal. Par contre, ce qu'il faut garder à l'esprit aussi, c'est qu'AMD nous avait annoncé une augmentation de la consommation sur Zen 4. Les processeurs peuvent consommer plus qu'auparavant. Ce qui fait que c'est un petit peu le double combo. On a une amélioration du perf par watt, mais si on augmente la consommation, évidemment, on gagne encore plus de perf par rapport à avant, et on gagne pas vraiment beaucoup au niveau de la consommation au final. Par contre, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le performance par watt, que ce soit les CPU ou les GPU, la plupart du temps, c'est une histoire de compromis. On pourrait tout à fait garder le même niveau de performance que Zen 3 en consommant 25% moins d'énergie qu'avant. Mais généralement, c'est pas ce qu'on cherche à faire. On cherche à gagner des performances, voire diminuer la taille de la puce. Il y a plusieurs compromis possibles. Ça ne veut pas non plus dire qu'on va augmenter les performances de 25% avec une consommation identique par rapport à avant. C'est pas comme ça que ça marche non plus.
Autre point intéressant au niveau de la roadmap qui nous a été présentée ici, eh bien c'est qu'on voit qu'on aura un Zen 4 avec du V-Cache, à l'instar du 5800X 3D qui est sorti dernièrement. On aura bien une version sur Zen 4 et aussi sur Zen 5. Donc on voit que dans la stratégie d'AMD, à chaque fois on aura une sortie de Zen 4, de Zen 5, avec plus tard dans la vie de la puce une version avec V-Cache qui devrait améliorer les performances en gaming. On a aussi les Zen 4C et les Zen 5C, ça ressemble un petit peu à ce que fait Intel avec son Big Little, mais c'est pas exactement pareil. La grosse différence, c'est que les Zen 4C et les Zen 5C, par rapport à l'architecture d'Intel en Big Little, chez Intel, ce sont deux architectures différentes qui sont collées les unes avec les autres, tandis qu'ici on reste sur une base de Zen 4 et on enlève du cache il me semble, comme ça, mais dans l'ensemble les corps sont beaucoup plus similaires par rapport à ce que fait Intel, donc l'approche est similaire mais la façon de faire est différente. Je ne suis pas persuadé qu'on soit vraiment concerné par les Zen 4C ou les Zen 5C sur tout ce qui est PC de bureau. Ça a plus d'avantages pour les serveurs puisqu'on peut du coup mettre plus de corps dans un même espace avec ces plus petits corps Zen. Autre point intéressant, côté processeur, eh bien AMD nous a aussi parlé des APU. Et les APU, ce qu'on peut noter, eh bien, c'est que Phoenix Point, les APU Phoenix dont on avait déjà parlé il y a quelques semaines, eh bien, ils seraient gravés sur le process 4N de chez TSMC. Ce qu'on ne savait pas, on attendait plus du 5 jusqu'ici. Bon alors, entre le 4 et le 5, il n'y a pas une différence absolument incroyable. Le 4, c'est une évolution du 5 chez TSMC. Malgré tout, on voit qu'AMD essaye de plus en plus d'utiliser des process de fabrication différents pour toutes ces puces. Il y a clairement eu un trauma du 7 nanomètres qui avait été utilisé pour les processeurs, les GPU, les APU des consoles. Le 7 nanomètres chez TSMC était très bon pour l'époque, mais il était aussi complètement surbooké pour AMD qui devait tout fabriquer sur le même process de fabrication. Et bien on voit qu'ici, au niveau de la roadmap, on a le 4 nanomètres et on voit ici sur l'autre roadmap ici, qu'on a plus souvent du 7 et du 6N, du 5 et du 4 pour Zen 4, et du 4 et du 3 pour Zen 5 par exemple. Ce qui fait que dans l'ensemble, AMD veut essayer de plus possible éviter d'être dans la même situation qu'il a connue ici. Et c'est plutôt une bonne idée et c'est plutôt une bonne chose. Autre point intéressant en ce qui concerne les APU, eh bien on voit que pour Phoenix Point, on sera sur RDNA 3 et Zen 4. Là où les Ryzen 6000, on était sur Zen 3 Plus et RDNA 2. Et le point le plus surprenant, eh bien, c'est qu'on passe déjà à RDNA 3 sur les APU. Souvenez-vous, sur les APU d'AMD, on était resté très longtemps sur des APU avec une partie graphique basée sur Vega. On avait mis énormément de temps à passer sur RDNA 2, on n'avait même pas eu de RDNA tout court, et RDNA 2, le passage a été fait il y a quelques mois seulement. Eh bien on voit là que sur la génération qui suit tout de suite derrière, on passe déjà sur RDNA 3. Alors c'est plutôt une bonne chose dans l'ensemble, ça veut aussi dire que les performances de la partie graphique ici encore devraient être meilleures qu'auparavant. Moi ce que j'espère personnellement, c'est que ces APU se retrouvent aussi sur PC de bureau, puisqu'on a vu que dernièrement les GPU d'entrée de gamme ont tendance à disparaître. Si ces APU continuent d'augmenter leur performance au niveau de la partie graphique, on pourrait espérer que ça puisse pallier un petit peu à ce manque au niveau des GPU d'entrée de gamme en proposant des APU un petit peu plus puissants qu'auparavant. Après, pour rappel, les APU chez AMD, au niveau de la fabrication, ce ne sont pas des processeurs gravés en chiplet comme les autres architectures Zen classiques, ce sont des puces monolithiques, ce qui permet souvent à AMD d'en faire des puces beaucoup plus petites, beaucoup plus compactes. Elles sont la plupart du temps utilisées pour les PC portables. Encore une fois, ça pourrait permettre aussi sur les PC de bureau pour AMD de proposer une gamme de processeurs peut-être un petit peu moins performants que les autres, mais qui soient aussi moins chers, ce qui permettrait de concurrencer un petit peu aussi Intel sur l'entrée de gamme, puisqu'actuellement, Intel a quand même un avantage assez certain sur l'entrée de gamme et sur le milieu de gamme. Donc en ce qui concerne les processeurs, en ce qui concerne Zen 4, les Ryzen 7000, il y a eu quelques éclaircissements de la part d'AMD, j'ai quand même l'impression que dans l'ensemble, ce sera pas si mauvais que ça. On a aussi entendu dire en coulisses que les cartes mères, au niveau des tarifs, ce serait relativement proche de ce qu'on a connu avec les chipsets 500. Par contre, ce qu'il faut prendre en compte pour nous, Européens,
c'est que la situation par rapport à avant, elle a changé aussi au niveau du taux de change euro-dollar, et c'est un petit peu ça aussi qui pourrait nous foutre dedans, puisque nous, on doit ajouter la TVA, et la plupart du temps, quand les produits sortent, ils se retrouvent du coup beaucoup moins intéressants au niveau tarif que ce qu'on peut retrouver aux États-Unis. Alors c'est pas pour autant que les tarifs ne peuvent pas revenir à des niveaux plus intéressants par la suite, mais c'est vrai qu'au lancement, sur les boutiques officielles par exemple, comme chez AMD, on se retrouve avec par exemple un Ryzen 5800X 3D à 500 balles, alors que normalement aux États-Unis c'était 450. Au niveau des GPU c'est pareil, c'est beaucoup moins sexy une fois que ça arrive en boutique. Après, on a vu aussi que les tarifs descendent assez rapidement derrière. Au niveau de ce qui a été dit pour les performances, dans l'ensemble, j'ai l'impression que c'est plutôt correct. Je pense que ça devrait être suffisant pour faire mieux qu'Alder Lake. Encore heureux, je dirais. Par contre, par rapport à Raptor Lake, j'ai quand même l'impression qu'Intel devrait conserver l'avantage en single thread. Alors, par contre, au niveau des performances, j'ai aussi envie de préciser quelques trucs. L'IPC. Alors, l'IPC, c'est important, c'est un indicateur. Par contre, il faut bien retenir aussi que la plupart du temps, c'est une moyenne. On l'a vu par exemple sur certaines présentations d'AMD par le passé. Quand ils ont montré l'évolution de l'IPC entre Zen 2 et Zen 3, on a vu que Cinebench se situait un petit peu au milieu de tout ça, mais aussi ça dépend énormément des applications. On avait des applications entre Zen 2 et Zen 3, on avait des variations entre 9% et 39% de gain d'une architecture à une autre. Donc l'IPC, c'est sympatoche, mais ça ne fait pas tout non plus. Et un score sous Cinebench, ça ne se traduit pas forcément non plus en performance, en application ou en jeu. Et on a aussi vu il n'y a pas si longtemps que ça, souvenez-vous, au moment du lancement de la génération 11 chez Intel, on nous avait annoncé des gains en IPC plutôt sympatoches entre la génération 10 et 11, et au final, on a vu qu'en jeu, par exemple, les gains d'IPC, ils n'étaient pas vraiment là. Il y avait des jeux où ça faisait légèrement mieux que la génération 10, mais il y en avait même où ça faisait moins bien qu'avant. Donc, encore une fois, les benchmarks synthétiques, les mesures de performance synthétiques d'IPC comme sous Cinebench, ça ne représente que les performances en Cinebench. C'est pas forcément ce qu'on retrouve derrière, dans la réalité, dans les vraies applications, je dirais, même si, généralement, ça permet d'avoir une tendance. Parce que c'est pareil, si on prend les scores Cinebench d'Alder Lake par rapport à Zen 3, Alder Lake est vraiment un monstre sous Cinebench. C'est pas pour autant qu'en application, on retrouve des gains aussi importants. Peut-être dans certaines que ça arrive, mais pas dans toutes. Donc, c'est un petit peu à observer au cas par cas, je dirais. Par contre, ce qui semble assez certain, c'est qu'AMD devrait conserver un avantage au niveau consommation dans l'ensemble. On a vu déjà sur la génération actuelle que chez Intel, ça consommait quand même pas mal, principalement sur le haut de gamme. Sur la génération qui arrive, on voit qu'AMD se laisse plus de mou qu'auparavant pour consommer un petit peu plus aussi, même si je pense que dans les grandes lignes, AMD devrait conserver un avantage là-dessus. Par contre, au niveau de la segmentation, je pense qu'Intel gardera un avantage, très clairement. L'approche Big Little, ça leur permet de découper la gamme de façon plus avantageuse que ce que peut faire AMD. Chez AMD, en toute logique, on devrait retrouver le 6 core, 8 core, 12 core, 16 core classique. Chez Intel, ils peuvent se permettre de faire des mélanges un petit peu plus différents, du 6 plus 4, du 6 plus 6, du 8 plus 8, du 8 plus 16. Enfin, ils peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent au niveau des petits corps. Là où chez AMD on est beaucoup plus limité. Et on le voit sur la génération actuelle déjà, il y a des segments où AMD c'est un petit peu compliqué. Aux alentours des 100 balles, il n'y a absolument rien en face du 12100 actuellement chez AMD. Et un petit peu plus haut dans la gamme, on voit par exemple que le 12600K et le 12700K sont vraiment très bien placés par rapport au 5800X et au 5900X de chez AMD, même avec les baisses de prix. Dans l'ensemble, les processeurs d'Intel en performance prix sont un petit peu mieux actuellement. Mais bon, je dois bien avouer, dans l'ensemble, je m'attends à un match plutôt serré entre ces deux générations de processeurs. Ce qui fera la différence, c'est le coût de la plateforme. Et à ce niveau-là, il faut espérer pour AMD que la DDR5 continue de baisser de prix, puisque si on reste sur les tarifs actuels, l'avantage ira très certainement pour Intel au niveau du coût de la plateforme. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que la plateforme 12, 13 chez Intel, elle est en fin de vie. Tandis qu'ici, AMD débarque avec une nouvelle plateforme complète qui devrait tenir à minima sur 3 générations. Donc, il y a un certain choix à faire. Soit on se dit, je vais prendre la nouvelle génération d'AMD, je sais que je pourrais mettre
un nouveau processeur dans quelques années, ou bien je prends la plateforme un petit peu moins chère qui est déjà en fin de vie au bout de 2 ans. Bon bah ça c'est l'approche d'Intel, hein, je dirais, il y a du bon et du moins bon. Côté GPU maintenant, alors AMD nous a parlé vite fait de RDNA 3, et ce qu'on a appris ici, eh bien c'est qu'au niveau du performance par watt, entre RDNA 2 et RDNA 3, on aurait un gain de 50%. Alors, encore une fois, le performance par watt, comme on vient de l'expliquer pour les processeurs, c'est une histoire de compromis. Effectivement, AMD pourrait faire une puce avec les mêmes performances qu'une autre puce en RDNA 2, qui consommerait 50% en moins. C'est ça que ça veut dire, le performance par watt. Techniquement, ça, c'est possible. Par contre, est-ce que c'est ce qui va être fait? Très certainement pas. La plupart du temps, quand on passe d'une génération à une autre, on attend une augmentation des performances, ce qui veut dire aussi que la consommation va augmenter. Ça ne veut pas dire non plus qu'on va avoir 50% de performance en plus, juste comme ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais ce gain de 50% de performance par watt, ça permet de faire une puce plus petite qui va consommer moins qu'auparavant, mais qui offrirait des performances similaires à une puce plus grosse en RDNA 2. Mais ce gain en performance par watt, ça pourrait aussi permettre de faire une puce beaucoup plus grosse, qui aurait des fréquences beaucoup plus élevées, avec une consommation similaire à ce qu'on avait sur la plus grosse puce de la génération précédente. On avait eu la même chose entre GCN et RDNA 1, et entre RDNA 1 et RDNA 2, on avait aussi eu 50% d'amélioration au niveau du performance par watt. Après, au niveau du découpage, de la segmentation, de l'architecture, la façon dont sont conçues les puces, eh bien on a des compromis plus ou moins différents. Mais bon, généralement, 50% de gain en perf par watt, ça veut la plupart du temps dire une belle augmentation des performances qui vont arriver. Ce qu'on ne sait pas non plus entre RDNA 2 et RDNA 3, c'est cette histoire de chiplet. C'est une nouvelle façon de faire côté GPU. On ne sait pas les implications que ça aura. Des rumeurs que l'on a eu jusqu'ici, on s'attend à un gros gap de performance par rapport à RDNA 2, à voir comment c'est articulé, à voir comment c'est fait. C'est ce qu'AMD dit ici, Advanced Chiplet Packaging, ça veut dire l'arrivée des chiplets. Par contre, encore une fois, les chiplets ne concerneront pas la gamme entière de ce qu'on en sait jusqu'ici. Ça ne concernerait que Navi 31 et Navi 32, les deux plus grosses puces de RDNA 3. Navi 33, lui, serait sur le 6N de chez TSMC et serait une puce monolithique plus classique. Ce que nous dit AMD également, c'est que l'architecture a été retravaillée au niveau des compute units. On a aussi des améliorations au niveau de l'Infinity Cache, d'autres d'optimisation sur le pipeline. Dans l'ensemble, c'est une vraie nouvelle architecture, ce n'est pas juste du RDNA 2 sur chiplet. Donc bref, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on n'a pas vraiment d'infos au niveau des performances gaming. On a juste une indication sur le gap au niveau du perf par watt d'une architecture à une autre, qui est similaire à ce qu'on avait eu jusqu'ici sur les deux dernières. Bref, voilà un petit peu ce qui a été dit hier de la part d'AMD sur les futurs GPU et sur les processeurs. Donc encore une fois ici, ce ne sont pas des rumeurs, ce sont les informations made in AMD. On verra bien ce que ça donnera dans un futur très proche. On va en entendre de toute façon parler très rapidement. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube. On se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Des bisous, à la prochaine, salut!